Rebonsoir à tous et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette seconde partie d'Intégral Foot et l'interview du jour. Et donc très ravi pour la première fois, en tout cas pour son premier passage chez nous, très ravi d'accueillir un journaliste, reporter, intervieweur. Vous le connaissez sans doute, en tout cas il travaille depuis 2012 chez TF1. Très ravi d'accueillir Julien Ménard. Bonsoir Julien Ménard, bienvenue. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas et nous présenter un peu votre parcours? Mon parcours, c'est une arrivée à TF1 en 2012, auparavant une école de journalisme à Paris. Et puis depuis, donc, je suis à TF1, je travaille notamment pour l'émission Téléfoot et je m'occupe notamment du suivi du Paris Saint-Germain. En tout cas, bienvenue à toi et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'aimerais commencer par, je pense, l'équipe de France et ce titre de champion du monde. Tu as été le journaliste, on va dire ça comme ça, qui a suivi de l'intérieur l'équipe de France durant tout le mois de la Coupe du Monde. J'aimerais savoir quels sont les moments qui t'ont le plus marqué pendant ce mois de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Sur le terrain et en dehors. Un des journalistes. Bien sûr. Mais le moment qui m'a le plus marqué, forcément, il y a la victoire en finale, mais surtout le match contre l'Argentine. C'est là, pour moi, le vrai tournant. Le début de la Coupe du Monde a été un petit peu compliqué pour les Bleus. Et puis, à partir du match contre l'Argentine, on s'est dit, OK, là, il peut se passer quelque chose. Donc, pour moi, le moment marquant de cette Coupe du Monde, c'est vraiment ce match. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez vécu ou qu'avez-vous ressenti pendant cette finale face à la Croatie. Ouais, ça a été exceptionnel. Bon, après, c'est un mélange parce que forcément, sur une finale avec l'équipe de France, on est supporters, mais on travaille en même temps, donc on est un peu partagé. On sait que quoi qu'il arrive après le match, on doit intervenir en direct, donc il y a un peu de stress aussi lié à ça. Mais sinon, on a du mal à y croire, on réalise pas en fait. Dans la tribune, on est assez nombreux, tous les journalistes sont regroupés et on se regarde un petit peu tous, on se sourit et puis on comprend en fait en se regardant comme ça, mais on a du mal à réaliser tant que vraiment le match n'est pas fini. Et puis au moment du coup de sifflet final, on se dit on est champion du monde en fait. Donc moi, je voulais justement, tu as parlé de l'Argentine, mais est-ce que le match de l'Argentine, c'est le match clé, mais est-ce que c'est pas non plus le but de Pavard qui a vraiment soudé le groupe et l'a emmené jusqu'au bout, qui a libéré le groupe? Je sais pas si c'est le but qui a soudé le groupe. Je pense que c'est plus la victoire en elle-même qui a vraiment soudé ce groupe. Et je pense que comme pour nous, journalistes et même le grand public, on s'est dit, OK, il se passe quelque chose. Et je pense que les joueurs aussi ont pris conscience à ce moment-là qu'il y avait vraiment une force collective, que tout le monde pouvait apporter à cette équipe et sur le terrain. Et à partir de là, je pense qu'ils ont un peu cru à leur rêve, et à partir de là, ils se sont dit que tout était possible dans cette Coupe du Monde. On voyait que les favoris, par exemple l'Allemagne, était déjà tombée, qu'il n'y avait pas une équipe qui vraiment était au-dessus du lot. Et je pense que c'est un tout qui a fait que cette équipe de France, elle y a cru et elle a raison d'y croire. Oui, tu disais que le groupe il a changé, il a été plus soudé, et on a remarqué aussi que les joueurs ils communiquaient différemment, ils étaient un peu plus libérés, comme Griezmann qui était venu répondre aux Belges en conférence de presse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait voir aussi de l'intérieur? De l'intérieur, c'est vrai que on a senti les joueurs assez libérés, assez cool avec la presse du début à la fin. Il y a eu, je me souviens de Adil Rami qui avait fait un peu le show en conférence de presse. On a vu beaucoup Blaise Matuidi, Paul Pogba. C'est vrai que c'était assez, ils étaient assez ouverts par rapport à ça. Ça montrait aussi que vraiment, il y avait une bonne ambiance dans ce groupe, que les joueurs se sentaient bien. Et il n'y a pas eu de soucis particuliers pendant cette Coupe du Monde. Quel est le joueur qui s'est le plus distingué pendant cette Coupe du Monde, ou plutôt je reformule ma question, qui est selon toi la révélation de ce mondial au niveau de l'équipe de France? Moi, c'est Kylian Mbappé qui a vraiment qui a explosé aux yeux du monde entier sur cette Coupe du Monde, et le match de l'Argentine est un peu le symbole de ça. Il fait un match énorme. Est-ce qu'il y a eu une équipe qui t'a un peu surpris en bien comme en mal, qu'on n'attendait pas, ou qui est venue justement? Il y a la Croatie, on les attendait peut-être pas si haut. Après, en mal, l'Allemagne. Je pensais quand même que l'Allemagne serait un peu mieux. Le Brésil, c'était dur de
les critiquer parce que bon, ils tombent contre la Belgique qui fait un super match et ils sont pas non plus mauvais sur ce match-là. Moi, j'étais un peu déçu par Gabriel Jesus par contre. Mais sinon, il y a pas, à part l'Allemagne qui a quand même déçu, le Portugal c'était quand même plus limité. Je réfléchis, non, il y a pas une équipe qui vraiment m'a surpris plus que ça, et celle qui m'a déçu c'est l'Allemagne. Ouais, t'as parlé d'Mbappé qui justement fait une énorme Coupe du Monde, mais avec Griezmann et Varane, c'est un peu les trois Français qu'on voit aujourd'hui le plus proche du Ballon d'Or. Mbappé un peu en retrait, mais Griezmann et Varane, c'est vraiment eux qui sont plus en avance. Et ce serait quoi, selon toi, quel serait le meilleur choix entre les deux, les trois? Le meilleur choix, c'est compliqué parce qu'en fait, sur l'année, c'est vrai que Varane a tout gagné, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, mais c'est un défenseur. Et on sait que en général, les Ballons d'Or sont plus généralement des attaquants ou des milieux offensifs. Griezmann, il a gagné une Coupe d'Europe aussi, mais c'est la petite Coupe d'Europe. Et Mbappé, c'est vrai qu'avec son club, à part le championnat, il a pas gagné de trophée européen, mais il fait une grosse saison avec le PSG, il fait une très grosse Coupe du Monde. Donc franchement, c'est dur de départager ces trois. Par contre, j'espère qu'un des trois l'aura, et j'ai peur, c'est que un peu comme sur le modèle de The Best, en fait, le fait qu'il y ait trois Français, aucun ne soit du coup favorisé et que ça profite à d'autres joueurs, comme on l'a vu avec Mohamed Salah qui était dans les trois finalistes de The Best. J'ai peur, en fait, comme il n'y a pas vraiment de consigne de vote, que le fait qu'il y ait trois Français vraiment proches du titre ou même du podium, ça les défavorise finalement. Juste pour revenir sur l'équipe de France, maintenant qu'elle a gagné la Coupe du Monde, c'est une équipe qui va être très attendue. Est-ce qu'on peut espérer un cycle un peu comme l'Allemagne ou justement l'Espagne ont eu avant en gagnant le mondial, l'Euro et enchaîné? Bah oui, on peut clairement l'espérer parce que c'est une très jeune génération. Il y a les Mbappé, même Pavard. Enfin, je pense aux joueurs qui étaient titulaires, mais même les Ousmane Dembélé, Thomas Lemar sont de jeunes joueurs. Et les cadres que sont Matuidi, Griezmann, Varane, Pogba, ils sont pas très âgés non plus. Donc ouais, clairement, il y a quelque chose à construire. Maintenant, Didier Deschamps, il peut travailler plus que tranquillement maintenant il est champion du monde, et clairement, j'espère pouvoir poursuivre sur leur lancée. Et pour parler un peu de la Ligue des Nations qui arrive après la Coupe du Monde, au niveau médiatique, au niveau des joueurs, on avait l'impression que elle n'était pas prise au sérieux. C'est une compétition, mais le statut de match amical, il ne s'est pas vraiment retiré. Est-ce que t'as senti ça toi aussi? Déjà, c'est dur après une Coupe du Monde de retrouver la petite excitation, parce que la Coupe du Monde, c'est le top du top. Donc, et puis c'est une nouvelle formule, tout le monde n'y est pas encore habitué, il va falloir un petit peu de temps pour s'adapter à ça. Je pense que ça va venir, mais on l'a vu même en termes d'audience et puis sur tout ce qui est ambiance autour du stade, il y a un engouement énorme autour de l'équipe de France. Tout le monde a envie de voir jouer l'équipe de France, donc je pense que ça va prendre. Juste pour finir sur l'équipe de France, comment tu vois l'avenir de cette équipe? C'est dur, hein, c'est de se projeter autant, mais ce qui est clair, c'est que les Bleus font partie des favoris à l'Euro normalement, puisque encore une fois, ce groupe il est plutôt jeune. Personne d'ici l'Euro ne devrait arrêter. Au final, un des titulaires qui a l'âge le plus avancé, c'est Olivier Giroud. Il peut a priori aller jusqu'à l'Euro. Il y a d'autres joueurs, des jeunes qui vont pousser, qui vont peut-être taper à la porte. Là, on va voir la prochaine liste de Deschamps. Il y en a d'autres qui ont été moins bien, qui sont moins bien, mais qui peuvent revenir. Je pense à Coman, à Martial. Donc franchement, il y a un groupe de 30, 40 joueurs de très 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 haut niveau en France, et on peut être assez optimiste pour la suite. Bon, on va passer sur le PSG, et pour commencer, une petite question généraliste. Quel est ton ressenti sur ce début de saison du PSG, et surtout celui de Thomas Tuchel? Je trouve ça intéressant parce que bon, on l'a vu, hein, en Ligue 1, Paris a quand même une certaine marge.
il essaye pas mal de choses, il change ses compos quasiment, enfin pour l'instant systématiquement, il cherche la bonne méthode, la bonne équipe on va dire, et je trouve ça super intéressant parce que ça nous permet de voir beaucoup de joueurs, de voir un Neymar par exemple dans une position différente par rapport à l'année dernière. Là on a vu Mbappé en neuf ce week-end, on a vu Choupo-Moting aussi jouer un petit peu, enfin il y a pas mal de solutions. Et on voit qu'il essaie des choses. Il a réintégré aussi Di Maria, qui est un titulaire indiscutable avec Tourelle. Donc je trouve ça intéressant pour l'instant. Après, à voir par la suite, notamment contre les grosses équipes. Et donc en Ligue des Champions, on l'a vu une fois, c'était Liverpool. Et c'était un premier match, c'était là-bas. Ils ont eu, les joueurs, une grosse préparation physique. Donc il faut aussi digérer ça. Je pense que c'était encore le début. C'était peut-être pas tous au même niveau physique. Il faudra peut-être attendre un petit peu pour vraiment jauger le vrai niveau du PSG, mais le début de saison est très intéressant. Justement, pour le PSG, avec la préparation qui a été tronquée par le mondial, est-ce que les joueurs, là, nos 8 victoires, c'est un bon point? Mais est-ce qu'on peut aussi se dire que les autres équipes sont pas encore prêtes? On n'a pas encore affronté de grosses équipes en Ligue 1? Ou est-ce que c'est juste anecdotique? Peut-être, oui. La problématique est la même pour toutes les équipes qui ont des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Mais après, je pense quand même qu'en Ligue 1, Paris a une marge, est au-dessus des autres équipes. Donc, c'est sur un match peut-être que Paris sera accroché, c'est possible, mais sur la saison, je vois aucune équipe en mesure de rivaliser avec Paris. Pour revenir sur Thomas Tuchel, il y a avec les interviews des joueurs, que ce soit celle que tu as fait avec Di Maria ou Verratti et Neymar en fin de match, en après-match, il y a des propos qui reviennent souvent où ils sont proches de Tuchel. Ils disent qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, que c'est un peu mieux aujourd'hui. Est-ce que tu vois à peu près de quoi ils parlent ou c'est que de la communication? Non, ils disent pas que c'est mieux. Ils disent que c'est différent. C'est vrai qu'il est attaché à pas mal de détails. Par exemple, il a fait le tour des restaurants pour connaître un peu les habitudes des joueurs. Il surveille leur alimentation. Di Maria nous a expliqué que il n'y avait plus que de l'eau ou quelques jus de fruits, par exemple, au centre d'entraînement ou lors des repas. Et, les jours de match, ils se retrouvent pour prendre leur petit déjeuner ensemble. C'est des petits détails comme ça c'est la méthode Tourelle, en fait. C'est différent de celle d'Emery, qui était elle-même différente de celle de Laurent Blanc. Et pour l'instant, les joueurs ont l'air d'apprécier. Après, ils disent pas que c'est mieux ou moins bien. Le fait est que ils étaient arrivés sans doute en fin de cycle avec Emery. Aujourd'hui, ils repartent sur quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, ils ont l'air d'adhérer. Et vu qu'ils adhèrent plus à la méthode Tourelle que celle d'Emery, pour l'instant, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Est-ce que c'est censé comparer les deux? Étant donné qu'Emery, il a eu un peu plus de mal à se faire comprendre du vestiaire et à réellement s'imposer. Au final, ce qu'on va comparer, c'est le jeu et surtout les résultats. Hein. Donc pour l'instant, c'est encore qu'un début. Là où on va vraiment comparer par rapport aux saisons précédentes, c'est sur la Ligue des Champions. On sait que Paris veut passer le cap des quarts et même des huitièmes parce que les 2 dernières saisons, Paris s'est arrêté plus tôt. Mais c'est là qu'on va vraiment juger le travail de Tourelle. Là, pour l'instant, on note, on relève que voilà, il met en place sa méthode. Donc le fait qu'il fasse attention à l'alimentation de ses joueurs, c'est un exemple. Mais là où il va vraiment être jugé et là où on va le comparer par rapport à ses prédécesseurs, c'est sur les résultats, donc à un petit peu plus long terme. Et justement, on vise de passer un cap en Ligue des Champions. On a eu un mercato cet été qui a été particulier. On s'attendait tous à des gros noms qui étaient annoncés, comme Boateng, et au final, on a eu un mercato très calme. C'est quoi ton avis sur le mercato parisien? Et est-ce que justement, avec ce mercato-là, on peut espérer passer au moins le cap des quarts, des demi? Déjà, il faut noter une chose, c'est que maintenant, en Ligue des Champions, il y a une nouvelle règle, c'est que le joueur qui a disputé les poules avec un club peut disputer la phase finale avec un autre club. C'est-à-dire que cet hiver, Paris peut très bien aller chercher un milieu de terrain qui a disputé la Ligue des Champions pour un club et le faire jouer la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, l'équipe qui va se présenter si Paris sort des poules en huitième, en quart, en demi-finale de Ligue des Champions, c'est sans doute pas celle d'aujourd'hui. Il y aura peut-être du renfort cet hiver. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a dit, il manque au moins un numéro 6, mais
par rapport à la Ligue des Champions et par rapport à l'objectif de Ligue des Champions, ce numéro 6, il peut encore arriver. Alors je vais rester dans le sujet du mercato et du PSG. Est-ce que tu penses, et toi qui es un ami très proche de Kylian Mbappé, est-ce que tu penses que Mbappé pourrait résister dans les prochains mois et les prochaines années aux avances que lui font le Real Madrid, Manchester United, etc. Est-ce que tu penses qu'il peut rester et qu'il va rester au PSG sur c'est surtout quelle sera l'attitude de Paris. En fait, on peut remarquer une chose, c'est que Paris finalement, depuis l'arrivée de QSI, n'a jamais cédé de joueurs au moment où ils étaient au top sportivement. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont quitté le PSG sous l'ère QSI, ils étaient un petit peu sur le déclin. Paris ne s'est jamais entre guillemets fait piquer un joueur. Donc on verra à plus long terme. C'est hyper compliqué de se projeter parce que ça dépend aussi beaucoup du sportif. On ne sait pas si le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année ou peut-être dans 2 ans. Est-ce que cette année ils vont aller en finale ou perdre dès les poules ou en 8e? Donc pour l'instant, se projeter là-dessus, c'est vraiment compliqué. Justement, il risque de se faire piquer un joueur cet hiver, c'est Rabiot, qui pour l'instant ne prolonge pas. Il y avait quelques infos, mais on en a plus trop pour l'instant. Toi, t'en penses quoi, justement? Parce qu'il pourrait perdre un joueur qui représente beaucoup et qui est vraiment bon. C'est un vrai bon joueur. Ce qui est sûr, c'est que si Paris perd Rabiot cet hiver, il peut s'engager où il veut. Mais si donc Rabiot s'engage ailleurs cet hiver et donc il part libre, ça serait un message hyper négatif envoyé par le PSG et ça serait, je pense vraiment que le club attache beaucoup d'importance à ce dossier parce que il peut pas se tromper en fait là. Rabiot de Paris veut le prolonger et si le club n'y parvient pas, ce serait vraiment une grosse erreur. On sait que le PSG veut un 6. Ils travaillent dessus. Si en plus, à côté de ça, ils perdent Rabiot, qui est en plus un joueur formé au club, ce serait vraiment pas un bon message envoyé aux concurrents européens et aussi aux supporters. Mais est-ce que le message ne serait pas un peu pire, entre guillemets, si le PSG décide d'accepter tout ce que demande Rabiot? À ton avis, il devrait tenter de trouver un compromis encore ou accepter tout ce qu'il demande et signer tout de suite? Mais accepter quoi? Ces demandes de contrat et de salaire, sur la durée du contrat et du salaire. Selon ouais. En fait, c'est simplement est-ce que Paris estime que ce joueur mérite d'être payé tant? Est-ce que Paris accepte de lui accorder le contrat qu'il réclame, oui ou non? Après, si Paris refuse, ok. Mais le problème, c'est que là, si Paris refuse, le joueur, il est libre de s'engager où il veut. Donc en fait, le vrai problème, c'est de pas avoir davantage anticipé. C'est ça, quoi qu'il arrive, qu'on reprochera au PSG si Rabiot part libre. On aura beau dire le joueur réclamait beaucoup trop, c'est pas normal qu'il parte libre. À ce moment-là, il fallait le vendre il y a 6 mois, il y a 1 an, mais pas attendre le dernier moment. Justement, en parlant de mercato, Antero Henrique, il a été beaucoup critiqué, beaucoup remis en question. Est-ce qu'il a encore un avenir au PSG? C'est compliqué de répondre à cette question. On verra justement sur ce mercato hivernal ce qui se passe. Il y a aussi des contraintes liées au fair play financier. Après, le club va s'en défendre de ce mercato. Alors c'est sûr que c'est pas des noms ronflants, mais Eric Choupo-Moting, je pense qu'il serait titulaire dans pas mal d'équipes de Ligue 1. Il est rentré contre Liverpool. Il a fait plutôt une bonne rentrée. Il va pouvoir suppléer Cavani sur quelques matchs. Kerrer, c'est un jeune joueur sur lequel le club mise plus pour l'avenir. On va voir ce qu'ils font cet hiver par rapport au milieu de terrain, comment ils gèrent aussi le cas Rabiot. Mais encore une fois, faut pas tout le temps et sans arrêt s'attendre à l'arrivée de joueurs au nom ronflant. Il y a un trio d'attaque qui est exceptionnel. Il y a Di Maria qui revient en bonne forme. Thiago Silva est pour là. Presnel Kimpembe là, il est champion du monde. Il y a quand même une grosse équipe au PSG. Et comme l'a dit Di Maria en interview dans Téléfoot, c'est que
c'est important aussi de garder ce noyau dur et cette ossature. Et en fait, il n'y a pas de grands joueurs qui sont partis. Quand je dis grands joueurs, c'est-à-dire des joueurs au sommet de leur carrière sportive. Paris n'a pas perdu un grand joueur. Et du coup, garder ce noyau dur et apporter quelques petites modifications ou quelques renforts, bah, ça peut être intéressant. Alors c'est sûr qu'il manque encore une fois un numéro 6, mais il ne faut pas non plus se dire que le mercato est catastrophique et que Paris ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec cette équipe-là. Tu en as parlé, le fair play financier, l'UEFA, ils ont réouvert une enquête après l'avoir classé. Est-ce que le PSG n'est pas condamné avant d'être jugé? Quel est ton avis sur ça? Très honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis ça de loin et j'ai pas les infos par rapport à ça, donc c'est assez dur de se prononcer. Hein. Je suis ça comme tout le monde, mais sans avoir plus d'infos. Justement, moi je voulais parler un peu de la Ligue 1. On a vu beaucoup d'investisseurs arriver. Là, on entend Bordeaux qui pourrait être acheté. On voit de plus en plus d'investisseurs arriver. Quel est ton avis sur les nouveaux investisseurs, que ce soit Marseille, Monaco, même le PSG et tous les investisseurs qui arrivent? Ben, ça peut être une bonne chose pour la Ligue 1 s'il y a des investisseurs qui veulent justement investir dans des clubs, recruter de grands joueurs. C'est forcément bénéfique pour la Ligue 1. Je pense que après, faut pas faire n'importe quoi, faut pas vendre un club à n'importe qui. Mais ça, il y a des gens compétents qui travaillent et qui le savent. Donc je trouve que ça ne peut être que bénéfique pour la Ligue 1. Alors on va conclure sur une question qui concerne Kylian Mbappé. Est-ce que vous le voyez Ballon d'Or dans les prochaines années? Est-ce que, d'après ce que vous savez, est-ce que ça fait partie de ses objectifs? Est-ce que ça fait partie de ses objectifs? Je sais pas. Je pense que si on lui demandait, il préfère largement gagner une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions que remporter le Ballon d'Or, j'imagine. Mais oui, il est de la trempe des grands, des très grands, et forcément, vu son jeune âge, on se dit que s'il continue comme ça, alors je ne sais pas si ce sera cette année, l'an prochain, ou dans 2, 3, 4 ans, mais il y a un moment donné où il va sans doute être tout proche, et je lui souhaite gagner le Ballon d'Or. Peter. Et pour continuer un peu sur Mbappé, mais plus sportif, on pourrait parler de sa relation avec Thomas Tuchel. On a suivi un peu Tuchel en Allemagne, on sait qu'il est proche des jeunes, c'est notamment lui qui a amené Ousmane Dembélé à ce niveau-là. Du coup, je voulais savoir pour l'instant comment ça se passe avec Mbappé. Comment ça se passe entre les deux en fait? Bah, ça a l'air de très bien se passer, mais comme ça se passe bien avec Neymar, avec Rabiot, je sais que Tuchel aime beaucoup Rabiot, il le fait jouer quasi systématiquement, il parle beaucoup. Je pense pas qu'il ait une relation différente avec Mbappé qu'avec les autres joueurs. On voit que c'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui discute beaucoup avec eux, qui a beaucoup insisté aussi sur la prépa physique du début de saison avec ses joueurs. Mais voilà, vous en dire plus, je suis pas en mesure de le faire. Justement, moi je voulais savoir, est-ce que Neymar, maintenant qu'il voit Mbappé arriver, pour devenir demain un problème pour Neymar, qui était venu pour être la grande star et qui va se retrouver avec la nouvelle star? Non, je pense pas. Au contraire, ça peut le booster aussi, justement. C'est une concurrence, mais plutôt saine. Merci beaucoup Julien Ménard pour cette interview et on vous souhaite le meilleur et une très très bonne continuation chez TF1. Merci à vous.